Bonjour à tous, et bien écoutez, désolé de ne pas être présent. Je suis en train de regarder un petit peu comment régler ça rapidement et je vous tiens au courant. Donc dans un premier temps, en fait, je voudrais partager avec vous une vidéo qui va un petit peu commenter le chapitre 13 que j'ai partagé avec vous, donc sur les méthodes chimiques en analyse. Donc ce que je vous propose, c'est de revoir ce chapitre maintenant dans cette vidéo avec l'aide du livre scolaire, faire les prérequis et puis avancer dans le cours. Et puis que vous regardiez cette vidéo d'ici demain ou bien demain, et après on peut imaginer faire une sorte de live pour le commenter une fois que vous aurez préparé vos questions. Je ne sais pas encore comment on va fonctionner. Donc les prérequis. Donc vous avez tout ce qui date de la seconde, masse volumique, densité. Donc je vais revenir dessus. Concentration en masse et quantité de matière. Suivi et modélisation d'un système chimique, ça c'est les tableaux d'avancement. Modélisation des transformations acide-base, alors ça, malheureusement, ça va être dans le chapitre prochain, mais on pourra revenir ensuite là-dessus. Et principe d'un titrage colorimétrique, donc ça c'est de la première, donc on peut revenir aussi également dessus. Donc moi les prérequis, j'ai avancé un petit peu plus dessus. Donc les notions de seconde qu'on vient d'évoquer, suivez l'évolution d'un système chimique, on vient de le dire. Alors, important, différence entre dosage et titrage, je voudrais que ce soit clair. Un dosage, ça sert à déterminer une concentration, mais on peut le faire par étalonnage ou par titrage. Vous vous rappelez qu'on avait fait par étalonnage dans le chapitre précédent. Là, on va regarder les titrages. On va regarder deux méthodes de suivi, conductimétrique et pH métrique. D'accord ? Un titrage, c'est une transformation totale, rapide et unique. La définition à savoir. Le réactif titrant va réagir avec le réactif titré. Le réactif titrant, c'est celui qu'on met dans la burette, et le réactif titré, c'est celui qui est déjà dans le milieu réactionnel à l'état initial. Et on cherche à connaître sa concentration. D'accord ? Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc le titrage colorimétrique, sa définition, vous devez aussi la savoir depuis la première. On repère l'équivalence avec un changement de teinte du milieu réactionnel. Donc il peut y avoir l'apparition d'une teinte, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière, si vous l'avez fait en TP, je ne suis pas sûr, ou bien la disparition d'une teinte, ou bien un changement de teinte. Donc c'est relativement bien approprié pour les titrages pH métriques, parce que vous avez ce qu'on appelle des indicateurs colorés, dont les couleurs changent lorsque vous êtes à la forme acide et la forme basique. Donc on va revenir là-dessus dans le chapitre prochain sur les réactions acide-base. D'accord ? Mais là déjà on va pouvoir étudier les titrages pH métriques, je vous expliquerai. La définition de l'équivalence est évidemment très très important. Je vous rappelle que les titrages, c'est assez fréquent au bac. Donc l'équivalence, c'est le moment où les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques dans le milieu réactionnel. Mais attention à la subtilité. Les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, mais ils ont déjà disparu. Tout se passe comme si on les avait versés d'un seul coup, et ils ont donc réagi dans les proportions stoichiométriques. Mais il faut bien comprendre qu'ils ne sont plus présents dans le milieu, d'accord ? Ou bien en très petite quantité. Donc ça, c'est une notion qui est un petit peu délicate, donc j'insiste bien dessus, d'accord ? Revenez dans la vidéo si vous voulez et réécoutez-le plusieurs fois. Je mettrai d'ailleurs des timecodes pour préciser. Donc ça, cette notion assez importante. Avant l'équivalence, le réactif titré est en excès, et après l'équivalence, le réactif titrant est en excès, d'accord ? Donc ça, je pense que ça va. Et enfin, pour les rappels de terminale, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, avec la définition de la conductivité et des conductivités molaires ioniques, qui ne sont pas forcément importants pour ce chapitre, mais dans un exercice, on peut très bien vous demander de définir une conductivité ou de calculer une conductivité avant de faire le titrage. D'accord ? Bien, donc venons sur les notions. Alors là, on va aller sur la partie un petit peu pas très amusante. C'est toutes les définitions de masse volumique, densité, titre massique, concentration massique, etc. Donc je voulais présenter en fait en disant qu'est-ce qu'il faut distinguer, d'accord ? Il y a des confusions qui sont faites très souvent, donc je vais revenir surtout sur celle-ci. Ok ? Donc on peut déjà se baser sur l'activité 1. Bien, donc là nous passons au prérequis, au quiz. Alors, ne faites pas le quiz numéro 3 parce qu'il s'agit de rappel du chapitre 1 du livre, mais nous, ce chapitre-là, réaction acide-base, on va le voir ensuite, d'accord ? Donc, si vous ne le comprenez pas, c'est tout à fait normal, je reviens dessus, pas de stress, ok ? Alors,
Concentration en masse et quantité de matière. Quelle est la concentration en masse d'une solution qui contient 0,30 g d'acide benzoïque dans 250 ml de solution? Et la concentration massique, c'est le rapport entre la masse d'un soluté et le volume de solution. Attention ici, votre volume est en millilitres, donc il faut multiplier par 10-3, d'accord? Parce qu'en plus, vous avez le résultat en grammes par litre, d'accord? Donc 0,30 divisé par 250 10-3, bon, bah, ça fait du 3 sur 2,5, donc a priori ça devrait être la première réponse. Quelle est la concentration en quantité de matière d'une solution qui contient 2, attention, millimoles, millimoles c'est donc 10-3 moles, attention parce que le M doublé on ne le voit pas très bien, d'acide citrique dans 50 ml de solution. Ici c'est une concentration molaire, symbole C. On vous donne le résultat en mol par litre. Donc, vous devez ici diviser 2,010-3 par 50-10-3. D'accord? Donc, après, du 2 divisé par 5, bah, il n'y a pas 10 000 choix possibles. Pour avoir 2 divisé par 5, ça va forcément nous donner 4. Je vous laisse faire évidemment le calcul à la calculatrice pour vérifier. Quelle est la concentration en mol par litre, donc encore une fois une concentration de symbole C, d'une solution d'ammoniac NH3 de masse molaire M NH3 égale 17,0 g par mol, dont la concentration massique est égale à 20 g par litre. Donc, si vous êtes suffisamment entraîné, vous devrez avoir le rapport entre concentration massique et concentration molaire. Je l'ai montré dans le cours, vous pouvez faire en fait une analyse avec les unités. Des grammes par litre, ce sont des grammes par mol fois des moles par litre. Donc la concentration massique, c'est la masse molaire fois la concentration molaire. Donc la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Autrement dit, ici, on devrait avoir 20 grammes par litre, on garde les unités, divisé par 17,0 grammes par mol. Donc ça devrait nous donner 1,2 mol par litre. Ah, c'est pas ce qui est indiqué, donc j'ai peut-être fait une erreur. Et la réponse c'est 1,2 mol par litre. Dans quel but réalise-t-on un dosage? Donc la définition d'un dosage, on vient de la voir. Pour déterminer les propriétés physiques, non. Pour déterminer une concentration, une quantité de matière, oui. Pour observer un changement de couleur, non. Ça c'est titrage colorimétrique. Un dosage par titrage est une méthode destructive, encore une fois. On a vu qu'on a une réaction qui est appelée réaction de support. Elle est totale, rapide et unique. On ne peut donc pas revenir en arrière si elle est totale. À l'équivalence, on a dit que les deux réactifs sont en défaut. Alors en fait, la définition n'est pas très bonne. Il vaut mieux dire que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Même si en toute logique, c'est pas... on va dire, c'est pas forcément faux, ce qui est indiqué. Il vaut mieux donner la définition que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Bien, donc revenons maintenant sur la notion de titre massique. Ici, vous voyez que on vous dit qu'il est exprimé selon les fabricants, alors, soit en grammes par litre, ce qui correspond à la concentration en masse, donc ça, il faut faire très attention. En général, il est exprimé en pourcentage. Donc retenez plutôt pourcentage. Vous le voyez sur l'étiquette ici du document 2, il est marqué concentré à 12%. Un titre massique, ça va être la masse, donc c'est pour en général pour une solution, ça va être la masse de soluté divisée par la masse de la solution. Quand vous avez par exemple indiqué 12%, cela veut dire que pour 100 g de solution, vous avez 12 g de soluté. Ici, par exemple, on a le vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique ou de l'acide éthanoïque pour la nomenclature officielle. Ici, il est concentré à 12%, ça veut dire relativement concentré. Ça veut dire que dans 100 g de solution, on a 12 g d'acide éthanoïque pur, si j'ose dire, et 100 g de solution, donc 88 g d'eau, l'eau étant le solvant. D'accord? Donc très important de faire la distinction avec le titre massique, c'est un rapport de masse. C'est pour ça que ça n'a pas d'unité et qu'en général on le trouve en pourcent. On le voit aussi parfois en degrés, c'est exactement la même chose, d'accord? Attention ici, donc, si vous l'avez indiqué en grammes par litre, ce n'est pas un titre massique, c'est une concentration massique. Autrement dit, la masse de soluté vinaigre dans 1 litre de solution. D'accord? Deuxième chose importante, la densité ici D
est indiqué à 1,0. Donc c'est aussi un nombre sans unité. Ce qui est indiqué à droite ici, 1 litre, c'est juste le volume, donc n'en tenez pas compte. La densité, c'est un rapport de masse volumique. La masse volumique de la solution, pas du soluté, de la solution, sur la masse volumique de l'eau, qui est une valeur de référence. D'accord ? On voit que l'unité de la masse volumique est en général donnée en grammes par centimètre cube, c'est-à-dire des grammes par millilitre, parce que 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Je vous rappelle qu'un litre, c'est 1 décimètre cube. Vous pouvez faire la conversion. Donc là, ce symbole se lit ρ, et ρ de l'eau ne change pas et on vous le donne toujours. C'est la valeur de référence, c'est d'ailleurs la définition en fait du litre d'eau et de la masse d'eau. La définition du kilogramme, c'est la masse occupée par un litre d'eau. Donc la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre ou bien 1 kilogramme par litre. Donc ici, en fait, vous aurez toujours 1. On vous met juste cette valeur de référence, un petit peu comme pour les constantes, vous savez, que l'on a vues, les constantes de réaction, pour pouvoir harmoniser au niveau des unités, pour que la densité n'ait pas d'unité. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le vinaigre que vous avez, si la densité vaut 1, ça veut dire que la masse volumique de la solution de vinaigre est aussi de 1,0 g par centimètre cube. Autrement dit, les masses volumiques sont quasiment les mêmes. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Votre acide éthanoïque, il a une masse volumique qui est très proche de la masse volumique de l'eau, c'est 1,05. Donc quand vous le dissolvez dans de l'eau, les masses volumiques changeant très peu, vous avez à peu près la même densité. D'accord ? C'est pas le cas par exemple pour l'huile pure qui est à 0,7, etc. Alors, attention avec les masses volumiques. Vous voyez que les masses volumiques, on parle de masse volumique ici d'une solution. Mais vous voyez que l'unité c'est donné en grammes par centimètre cube. Autrement dit, ça pourrait être des grammes par litre si on fait la conversion. Faites donc très attention parce que ici, vous avez aussi la même unité pour la concentration massique. Alors, je l'ai écrit T, je crois, dans un précédent cours, on la voyait avant avec le symbole T. Maintenant, oubliez ça, n'utilisez plus le symbole T, utilisez le symbole gamma. Donc attention, vous voyez que les unités pourraient être les mêmes ici, grammes par litre et grammes par millilitre, qui sont équivalents si on fait la conversion. Donc quelle est la différence entre masse volumique et concentration massique ? Eh bien, vous voyez ici que la définition de la concentration massique, c'est la masse d'un soluté qu'on dissout dans un volume de solution. D'accord ? Donc, la masse de soluté ici n'est pas évoquée lorsque vous définissez la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse de solution totale divisée par le volume de solution totale. La concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume total de solution. Alors que la masse volumique, c'est la masse totale de solution divisée par le volume de solution. Donc faites très attention à faire la différence. Ici, par exemple, si on voulait calculer on pourrait calculer la concentration massique d'acide éthanoïque dans le vinaigre. Donc on prendrait la masse de soluté acide éthanoïque, on le dissout dans le vinaigre, et on regarde par exemple pour 1 litre de solution, et on a déduit gamma. Mais la masse volumique, c'est très différent. Vous allez peser la masse de la solution dans laquelle vous avez déjà dissous votre acide acétique dans l'eau, ce qui donne le vinaigre, et vous divisez par le volume de solution. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est très important de faire cette distinction. D'accord ? Donc voilà pour les différentes grandeurs relativement importantes. On va évidemment faire des applications. Je vous laisse recopier la suite du cours dessus. Bien, donc on va passer maintenant aux deux méthodes de titrage. On a le titrage par suivi pH métrique et le titrage par suivi conductimétrique. Donc, très important, je ne sais pas encore quand est-ce que je reviens, mais s'il y a bien un TP à faire, je pense que c'est un titrage par suivi pH métrique. Donc, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Alors, le titrage par suivi pH métrique, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, ce que vous pouvez voir, c'est le montage.
Donc dans le montage, le montage est à connaître par cœur, d'accord? Vous avez vu que vous avez des questions sur les montages au bac. Dans le montage ici, vous avez une burette qui contient la solution titrante et on connaît la concentration. D'accord? 0,1 mol par litre, c'est une concentration en général qu'on utilise. Entre 0,1 et 10-2 mol par litre, c'est en général ce que vous trouvez. D'accord? En général, on dilue les solutions. D'accord? Donc, attention au bac, si vous avez un titrage à faire, vous trouvez votre volume équivalent, vous trouvez votre concentration, il faudra refaire le calcul après. Je reviens là-dessus dans les exercices. Vous avez un pH mètre qui mesure donc le pH. Ici, par exemple, le pH vaut 2,35. Le pH, c'est un nombre sans unité. On va voir sa vraie définition dans le chapitre suivant. Vous le reliez à une sonde et vous mesurez donc dans un volume suffisamment important pour bien tremper la sonde, une solution diluée de vinaigre. Donc ici, par exemple, elle est diluée 20 fois, je crois. D'accord? Le fait de le diluer, ça permettra de ne pas utiliser trop de produits aussi. Avec par exemple ici une solution de soude de concentration 0,1 mol par litre, on voit que le volume à l'équivalence obtenue est 13 ml. Autrement dit, c'est un volume que l'on pourra lire en faisant un seul tour, si j'ose dire, à la burette. Alors les couples acide-base, je reviendrai dessus pour la réaction, pour les transformations acide-base, d'accord? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de repérer le volume équivalent et éventuellement aussi le pH équivalent. Comment on va faire ça? Alors, la définition du titrage pH métrique, je ne reviens pas dessus. Mais ce qui va être important dans le titrage, donc lorsque vous allez verser vos volumes, vous allez avoir ici, vous voyez que c'est un acide qui est titré par une base, et vous savez que le pH d'une base est au-dessus de 7. Le titrage se fait avec une base forte, je reviendrai sur la notion de base forte. Et donc lorsque vous allez verser le volume, un volume au départ, votre pH, il va augmenter. 2,35, il va passer par 3, 4, etc. Puis au bout d'un moment, il va brusquement augmenter, c'est-à-dire qu'il va passer de quelque chose de l'ordre de 5, 6 à 10 en versant uniquement 1 ou 2 millilitres. C'est ce qu'on appelle un saut de pH. Qu'est-ce qu'il se passe en fait? Eh bien, vous êtes arrivé à l'équivalence. Pourquoi vous avez une équivalence? Parce que vous avez dosé par une base forte. Au départ, vous dosez l'acide qu'il y a dans la solution, mais au bout d'un moment, vous n'avez plus d'acide. Il n'y a donc plus que les espèces versées de soude qui sont présentes. Et comme la soude est une base forte, vous allez avoir un pH qui augmente très fortement d'un seul coup. D'accord? Donc le but d'un titrage par suivi pH métrique, c'est de savoir repérer le pH. Alors comment on repère le pH? Une fois qu'on a fait la mesure de la pH en fonction du volume, donc typiquement on verse un volume de 1 ml par 1 ml, et puis après éventuellement quand on est proche de l'équivalence on peut verser à 0,5 ml, un petit peu moins, pour avoir des valeurs un petit peu plus précises. Eh bien vous allez pouvoir déterminer l'équivalence graphiquement. Ici dans le document 4, vous avez un graphique, donc on peut faire en TP, que vous pouvez tracer sur un papier millilitré, de pH en fonction du volume. Ici, vous voyez qu'on applique une méthode graphique appelée méthode des tangentes. Vous pouvez avoir à tracer la méthode des tangentes au bac. Comment on fait? Alors, vous voyez ici que votre pH augmente, on va dire rapidement d'un coup, puis après, lentement, jusqu'à une valeur de 5, 6, où ensuite il augmente brusquement, c'est le fameux saut de pH, puis ensuite il augmente faiblement. Ici, vous avez ce qu'on appelle une inflexion de la courbe. La courbure ici est dans ce sens-là, alors que la courbure ici est dans ce sens-là. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion en mathématiques. On va tracer la tangente à ce point d'inflexion. Alors évidemment, tracer une tangente, ça se fait un petit peu au pif, d'accord, quand on ne fait pas de traitement informatique. Donc, vous tracez une droite qui touche la courbe en un seul point, sans la couper. D'accord? Vous faites la même chose à l'autre point d'inflexion. L'autre point d'inflexion, il est ici. Pourquoi? Parce que
vous avez votre courbure qui est dirigée dans ce sens-là, et puis ici, votre courbure est dirigée dans ce sens-là. Donc, vous avez un point d'inflexion ici. Tracez votre tangente ici. Et il faut que les deux tangentes soient parallèles. Donc, si vos deux tangentes, faites en sorte que vos deux tangentes soient parallèles, éventuellement gommez et retracez. Tracez ensuite la perpendiculaire à ces deux droites parallèles. Prenez le milieu entre les deux droites. Donc, vous pouvez mesurer avec une règle graduée. D'accord ? Vous prenez le milieu et vous tracez une troisième parallèle. Le point d'intersection de cette troisième parallèle et de la courbe vous donnera le volume équivalent. Ici, c'est le point qui est indiqué par le curseur. Vous voyez qu'en abscisse, on a VE, c'est le volume équivalent, c'est-à-dire le volume qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. Il est ici de 20 ml. On peut aussi déterminer le pH équivalent. Vous voyez qu'il est de l'ordre de 8, un petit peu difficile à lire, mais 8,7. Allez, on va dire quelque chose comme ça. D'accord ? Ici, le pH équivalent est au-dessus de 7 parce qu'on a dosé avec une base forte. On reviendra sur cette notion un petit peu plus tard. Pour l'instant, l'intérêt de ce cours, c'est seulement de savoir lire le pH équivalent et surtout le volume équivalent. Une fois que vous avez le volume équivalent, vous allez pouvoir faire l'étude de l'équivalence. Comment vous la faites ? On revient sur le tableau d'avancement. Ici, dans votre tableau d'avancement, vous avez ce qui se passe avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. On a donc V qui est inférieur à VE, puis V égale VE, puis V est supérieur à VE. Avant l'équivalence, on a uniquement le réactif titré, qui est donc en excès, parce que dès que vous versez ici de la soude, elle réagit avec l'acide. D'accord ? À l'équivalence, vous n'avez aucun des deux réactifs, donc tout se passe comme si vous les avez versés dans les proportions stoichiométriques, et après l'équivalence, vous avez un excès de soude. À l'équivalence, vous pouvez retrouver la relation donnée ici. Na sur A égale Nb sur B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que vous avez la réaction donnée ici, où vous faites réagir l'acide CH3COH avec la base HO-. Donc votre réaction, ça va donner une molécule d'acide CH3COH, plus une molécule d'hydroxyde HO- qui vont réagir. Les proportions stoichiométriques, les coefficients stoichiométriques ici sont de 1. Ça veut dire qu'à l'équivalence, la quantité de matière versée ou présente dans le milieu réactionnel d'acide éthanoïque CH3COH et la quantité de matière versée d'hydroxyde sont équivalentes. Ici, tout se passe comme si vous avez A qui vaut 1 et B qui vaut 1, parce que les coefficients stoichiométriques valent 1. Donc Na, la quantité d'acide, et Nb, la quantité de base, sont égales à l'équivalence. Mais ça, c'est seulement vrai à l'équivalence, parce que après les quantités, ou après ou avant, les quantités qui ont été versées ou les quantités présentes étaient différentes. Donc ça, c'est une subtilité, c'est vraiment quelque chose d'important à voir. Ici, Na égale Nb. Suivant les données du problème, vous allez pouvoir donc en déduire que CaVa vaut CbVe. Vous connaissez, ce que vous cherchez, c'est la concentration en acide. Va, c'est le volume d'acide qui était présent, que vous aviez dans votre bécher au départ. Ve, vous l'avez mesuré. Et Cb, c'est la concentration de base que vous connaissez. Donc vous pouvez en déduire Ca, d'accord, ce qui est le but d'un titrage. Évidemment, là, théoriquement, c'est un petit peu difficile à visualiser. Donc, je vous propose de faire une séance d'exercice dans laquelle on détaillera ça. Dans le live, par exemple, si on fait un live bientôt, je pense que j'aurai une sorte de tableau interactif. J'ai déjà vu certains qu'on peut utiliser en faisant un live, par exemple, YouTube. Donc, je pense que ce sera gérable. D'accord ? Voilà.
Donc, pour résumer, on trace pH égale F de V, on en déduit l'équivalence en faisant la méthode des tangentes. Une deuxième méthode, c'est tout simplement de faire l'étude par ordinateur. Si vous faites une expérience assistée par ordinateur, vous pouvez tracer la dérivée de la fonction pH égale F de V. Ici on a vu la méthode des tangentes. La deuxième méthode, c'est de demander au logiciel qu'on utilise, par exemple Lattice Pro, de tracer D de pH sur D de V. Donc vous allez obtenir une courbe de ce type et vous repérez le maximum de cette courbe. Et bien vous voyez ici que le maximum, son abscisse, correspond au volume équivalent, c'est-à-dire 20 ml. D'accord? Donc là c'est une méthode très simple par ordinateur. Donc on ne retrouve pas vraiment cette méthode-là, mais si vous l'avez au bac, c'est juste une lecture en fait de la fonction qui sera déjà tracée sur le graphique. Ok? On reviendra dessus éventuellement un petit peu plus tard. On passe au titrage par suivi conductimétrique. Alors ça, on l'a déjà vu dans une des annales de bac que vous aviez trouvé difficile, mais c'est normal, je vous avais un petit peu tiré vers le haut pour cette annale de labo lycée. Donc là, on va la clarifier un petit peu plus. Donc, le principe de la conductimétrie, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, n'est-ce pas? C'est le fait que les ions conduisent l'électricité de manière plus ou moins importante selon le type d'ion. Par exemple, les ions hydroxyde ou les ions oxonium, H3O+, conduisent très bien l'électricité. Ça veut dire que pour la même réaction ici, une réaction acide-base, on peut très bien faire un titrage par suivi conductimétrique parce que vous allez ajouter de la soude, donc vous allez avoir des conductivités très différentes. Vous vous rappelez que les conductivités molaires ioniques s'expriment avec des lambda. On voit que lambda de H3O+ vaut 35, je vous épargne les unités, et lambda de H- vaut 19,8. Ces deux conductivités-là sont importantes, alors que celles de CH3CO-, la base associée à l'acide éthanoïque, ou Na+, sont faibles devant elles. Donc qu'est-ce qui va se passer si on réalise la même réaction, mais cette fois-ci en remplaçant le pH mètre par un conductimètre? Eh bien déjà, le montage, c'est exactement le même, sauf qu'on remplace le pH mètre avec un conductimètre et on mesure, comme on l'avait fait dans le dernier TP avant les vacances, la conductivité sigma. Donc je vous rappelle que la conductivité sigma dépend de la concentration et qu'il faut des concentrations relativement faibles. Donc on va également diluer la solution de vinaigre de manière à ce que les conductivités varient de manière affine, d'accord, parce que si vous avez une concentration qui est relativement importante, je vous rappelle que les ions peuvent, entre guillemets, se choquer lors du passage du courant électrique, donc la conductivité peut varier. D'autre part, comme quand vous allez titrer, vous allez rajouter un certain volume, il faut que vous ayez un volume important pour que le volume de solution titrante que vous ajoutez soit faible, pour que les concentrations varient également faiblement. D'accord ? Si vous ajoutez un petit volume dans un grand volume, votre concentration va pas varier énormément. Je veux dire la concentration de ce qui n'est pas les réactifs. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce que l'on obtient lorsqu'on a un titrage par suivi conductimétrique? Je vous rappelle que l'on mesure la conductivité sigma. Bon, l'unité, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On l'a déjà vu dans le chapitre précédent. En fonction du volume versé. Lorsque l'on obtient ces valeurs-là, en versant le volume équivalent, alors ici, on a d'abord une décroissance de la conductivité et ensuite une croissance de la conductivité. Cela nous permet de déterminer le volume équivalent. Lorsqu'on a bien dilué, on a des faibles concentrations, on peut relier nos points. Alors le point ici, c'est pas forcément un point d'intersection des deux droites, mais on relie les points lorsqu'on a une fonction décroissante, puis on relie les points lorsqu'on a une fonction croissante, on trace nos deux droites,
et le point d'intersection, on regarde son abscisse, ça nous donnera le volume équivalent. D'accord? Donc ici, c'est pas forcément les mêmes proportions qui ont été utilisées que pour la réaction précédente. C'est pour ça que vous avez un volume équivalent qui peut être différent. D'accord? Ça, c'est autre chose. Donc je répète, vous tracez vos deux droites et vous lisez l'abscisse qui vous donne le volume équivalent. Ici, c'est pas forcément intéressant de connaître la conductivité. Au bac, vous avez vu d'ailleurs qu'on peut vous donner directement les valeurs sous forme de tableau et vous tracez votre graphique. Et en TP, on peut faire différemment. Voilà, c'est tout ce qui est véritablement important pour le titrage par suivi conductimétrique. On le retrouve moins que le titrage par suivi pH métrique, pour être franc. Et d'ailleurs, vous le verrez dans les exercices, vous en aurez beaucoup moins. Toutefois, je vous recommande de connaître le principe et surtout le calcul de sigma et de vous rappeler que le montage, c'est à peu près le même, sauf que vous changez le pH mètre par un conductimètre. L'exploitation de l'équivalence, c'est exactement la même chose. Donc, je vous propose de revenir dessus plutôt dans les applications lorsqu'on aura, entre guillemets, des vraies réactions qui vous permettront de faire des vrais tableaux d'avancement. D'accord ? Je vous propose de faire ça dans une session live, peut-être mardi ou peut-être plus jeudi, parce que mardi, vous allez peut-être prendre connaissance encore de cette vidéo. Et puis moi, je serai donc présent pour répondre à vos questions. Voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus. C'est déjà pas mal, suffisamment de temps. J'espère que vous avez compris quelque chose et que vous aurez beaucoup de questions pour des explications futures. J'espère aussi que le son est relativement bon parce que je suis pas un expert en audio ni même en vidéo. Voilà, faites-moi, tenez-moi au courant de tout ça demain. Et puis, très bonne soirée. Au revoir.